Salutations. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de Bates Motel, qui est une série qui s'est terminée il y a à peu près un an et qui a la particularité d'être la préquelle du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Donc cette vidéo va contenir une partie sans spoiler pour commencer et ensuite une partie avec spoiler. Vous serez prévenus bien évidemment et c'est parti. Bates Motel, c'est donc une série américaine créée par Carlton Cuse, Kerry Ehrin et Anthony Cipriano, qui a été diffusée de 2013 à 2017 et qui donc est une préquelle à Psychose, sortie en 1960. Étant donné que c'est une préquelle, la série relate les événements antérieurs à Psychose. Comme je vous l'ai dit dans cette partie de la vidéo, je ne vais pas vous spoiler Bates Motel. Par contre, pour vous parler de Bates Motel, je suis obligée de vous spoiler Psychose. Donc pour replanter un peu le décor, à la fin de Psychose, on s'apercevait que Norman Bates, donc le fringant propriétaire de l'hôtel, voilà la petite trentaine, propre sur lui, hyper sympathique, en fait était schizophrène. Norman Bates était très attaché à sa mère. Ils avaient une relation exclusive, en fait, c'était eux deux contre le monde. Et un jour, sa mère est tombée amoureuse. Norman ne l'a pas supporté, il a tué sa mère et son compagnon. Mais il n'a pas supporté la mort de sa mère, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a volé le corps, il l'a embaumé. Et comme ça ne suffisait pas d'avoir sa mère physiquement avec lui, il a commencé à se créer inconsciemment une seconde personnalité, calquée sur celle de sa mère, telle qu'il avait fini par se la représenter finalement. Donc voilà, bonne ambiance déjà. Bates Motel commence environ une dizaine d'années avant Psychose, 10-12 ans, quand Norman et sa mère Norma arrivent dans cette nouvelle ville, White Pine Bay, pour recommencer une nouvelle vie. Ils achètent l'hôtel. Ce qu'on attend de voir dans Bates Motel, logiquement, en tant que préquelle, c'est voilà, déjà de connaître la mère de Norman et de savoir comment Norman va en arriver à ce qu'on sait dans Psychose. Ce qui peut surprendre un peu au début de Bates Motel, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'action n'est pas située dans les années 50, donc 10 ans avant Psychose, c'est situé de nos jours en fait. Donc ça surprend un peu. I suck. Mais au final, l'ambiance, le scénario, les décors, les costumes sont tellement intemporels que ça devient très vite un détail et qu'on l'oublie très très rapidement. Sans surprise, les références à Psychose sont très nombreuses. Pour commencer, on a déjà les ressemblances physiques ou comportementales des personnages. Par exemple, on a Norman qui met souvent ses mains dans ses poches. On a ensuite la voix de Norma, qui dans Psychose est très... c'est une voix de femme très forte, un peu aigrie, très autoritaire. Et dans Bates Motel, on retrouve un peu le même type de voix. No, I tell you, no. I won't have you bringing strange young girls in for supper. Screw off, shithead! 5 minutes! Dylan, get over here! Et enfin, on a une ressemblance qui, je ne sais pas si elle était volontaire ou pas de la part des gens qui ont fait le casting. Je pense pas qu'ils l'aient casté juste pour ça, mais c'est quand même amusant puisque on a Nestor Carbonell dans Bates Motel qui ressemble très fortement à Anthony Perkins finalement. Donc il joue pas le même personnage, mais je trouve que la ressemblance est assez frappante. Viennent ensuite des références à des répliques de Psychose, notamment à l'une des plus cultes. We all go a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. D'ailleurs, elle a aussi une place toute particulière dans le film Scream, puisque le tueur révèle son identité à travers cette réplique. He's gone mad. We all go a little mad sometimes. Bates Motel reprend également certains plans iconiques de Psychose. On a par exemple ce plan de Norman qui épie Marion Crane à travers le mur. On a aussi la scène de la visite d'un policier à l'hôtel dans le cadre d'une disparition. Et évidemment, on a la scène de Psychose, la douche. Si on tend un peu l'oreille, on peut remarquer que la musique est aussi un peu dans la même veine. Alors je ne vous parle pas du thème de la douche, ni du générique d'ailleurs. Et je vous parle vraiment des différentes ambiances musicales qu'on a tout au long du film, surtout sur les scènes un peu lentes. Mother? Mother?
en voyant toute la liste de ces références, on peut penser au remake de Psychose qui avait été réalisé en 98 par Gus Van Sant et donc qui reprenait à 99% le Psychose original, plan par plan. Le 1% restant, en fait, c'était des ajouts d'images quasi subliminales complètement perchées. Et on avait aussi ce piétinement du cadavre d'Alfred Hitchcock en transformant ce plan qui ne faisait que suggérer. En ce plan-là, digne de Scary Movie. C'était un film, Bates Motel c'est une série, donc c'est deux formats différents, c'est pas vraiment comparable, on est d'accord. Mais je trouve quand même que Bates Motel gère infiniment mieux. Et sur la durée en plus, à la fois le côté référence, hommage et à la fois le côté originalité, liberté par rapport à Psychose. Parce que oui, la grande force de Bates Motel, c'est la juste mesure. L'écriture et l'interprétation des personnages fait vraiment partie de ce qui est super intéressant dans cette série. On a le plaisir de voir qu'on n'a pas affublé Norman d'une mère complètement caricaturale et monomaniaque telle telle qu'elle nous était présentée dans Psychose à travers la vision déformée de Norman. On a vraiment ce personnage dans Bates Motel qui est à la fois la mère aimante et aux petits soins, à la fois la petite fille perdue, à la fois la femme forte, la femme fatale quelque part. Et donc Norma est extrêmement bien écrite et interprétée. C'est Vera Farmiga qui l'interprète et si son visage ne vous est pas inconnu, comme moi pendant les 5 premiers épisodes de la série, eh bien, en fait, c'est tout simplement la sœur de Taissa Farmiga que vous avez peut-être vue dans American Horror Story, que je vous conseille au passage. Concernant le personnage de Norman, on aurait pu avoir peur qu'il tombe entre les mains d'un jeune acteur pas très connu, qui aurait pu en faire des caisses pour justement se faire un peu connaître dans le milieu. Heureusement, il n'en est rien, puisque le rôle de Norman a été donné à Freddie Highmore. Freddie Highmore, c'est le petit garçon dans Arthur et les Minimoys et Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Donc il a bien grandi, hein. Puis bon, au niveau du type de rôle, c'est pas vraiment... c'est autre chose, hein. Il joue vraiment à merveille l'ambivalence du personnage et voilà, à certains moments, il est très sain, à d'autres un peu moins, beaucoup moins. Il garde quand même ce truc qu'avait complètement aussi compris Anthony Perkins dans Psychose. Tous les deux ont compris que l'intérêt du personnage de Norman, c'est qu'il est toujours touchant. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi Nestor Carbonell au casting qui joue Alex Romero. Et pareil, si son visage ne vous est pas inconnu, c'est que vous l'avez peut-être vu en tant que maire de Gotham dans les Batman de Christopher Nolan. Pareil, ce gars, il est vraiment... Dans Bates Motel, il m'a vraiment scotché, quoi. Il est vraiment excellent. Enfin, son personnage déjà est génial. Et puis lui, voilà, il le joue super bien, quoi. Enfin, tous les personnages sont hyper bien écrits. Et tous les acteurs sont vraiment excellents. Alors tout ce qui fait Bates Motel, c'est pas juste le casting, hein, évidemment. La qualité des 5 saisons de Bates Motel réside aussi dans cet équilibre, je vous le disais plus tôt, entre la préquelle et la série originale. La série, même si elle a un rythme assez posé, assez lent, eh bien on s'ennuie pas une seconde. On n'a pas le temps de s'ennuyer, en fait, parce que... très vite, je crois même très très vite d'ailleurs, la moitié du premier épisode, quelque chose comme ça, eh bien on est balancé dans une intrigue, la série décolle vraiment de façon assez violente en plus. Les intrigues des différentes saisons ne sont pas toutes exactement au même niveau de qualité, mais elles sont tellement bien mises en œuvre que ça se regarde quand même très très bien. Et alors, on a parfois un petit début d'arrière-goût de ce que j'appelle le syndrome Desperate Housewives. Ce syndrome, pour moi, c'est qu'on a toujours nos personnages qui restent dans leur même bourgade et qui, systématiquement, en début de nouvelle saison, se trouvent confrontés à de nouveaux énergumènes malveillants ou un peu bizarres, ou les deux d'ailleurs. Voilà, sans bouger de chez eux, au début de chaque saison, c'est
Bonjour, je suis l'élément perturbateur de cette saison. Mais entrez, je vous en prie. Desperate Housewives fait partie quand même de mes séries préférées de tous les temps. Mais bon, au-delà de ça, Bates Motel ne plonge pas autant dans cette facilité, donc ça se regarde quand même très bien. Le fait que la série se passe de nos jours et pas dans les années 50, finalement on s'en fiche un peu, parce que tout s'imbrique tellement bien, tout avance tellement bien que ça en devient intemporel en fait. Et c'est surtout le fait que ce soit un presque huis clos qui fait que on est très peu parasité par le fait que ce soit contemporain. C'est un huis clos mais qui se fait, qui se défait, qui se refait au fur et à mesure que la série avance vers sa fin et au fur et à mesure que la santé mentale de Norman se dégrade. Ce qui est très bizarre avec Bates Motel et qui est génial, c'est que plus on avance vers la fin, plus on pourrait se dire, oui, on va arriver au moment où on rejoint Psychose, donc ça n'a plus grand intérêt. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Déjà parce qu'on veut savoir comment on va faire le lien avec Psychose, et surtout au-delà de ça, finalement. C'est là qu'on se rend compte que Bates Motel a complètement transcendé sa nature de préquel pour avoir vraiment son propre intérêt. Toutes les intrigues qui se développaient comme ça tout au long de la série, eh bien, à partir de la fin de la saison 4, finalement, tout commence à se recentrer, à se resserrer même, je dirais, sur Norman. Et c'est exactement à ce moment-là, à partir de la fin de la saison 4 jusqu'à la fin de la saison 5, qu'on prend toute la mesure de ce qu'est réellement Bates Motel. Avant d'être une série à suspense, c'est une série dramatique, très réussie. Norman Bates, avant d'être un mec un peu bizarre qui tue des gens en s'habillant en femme, eh bien c'était tout simplement un jeune homme très gentil et très malade. Qu'est-ce que j'ai aimé dans Bates Motel finalement ? Eh bien, vous l'aurez compris, beaucoup de choses. Les personnages, les acteurs, l'ambiance, le rythme, le propos et la façon dont il est traité. Et surtout l'émotion que véhiculent certaines scènes de la série. Franchement, je pensais pas être autant émue devant une série préquelle de Psychose. Alors malgré le fait que j'encense Bates Motel depuis tout à l'heure, il y a quand même 2-3 choses que j'ai pas trop aimées. La première, c'est une référence méta qui apparaît de nulle part à la fin de la saison 4, je crois, ou au début de la saison 5. Une référence méta, c'est en gros quand un personnage de fiction fait référence à d'autres œuvres, en rapport avec l'œuvre dont il est issu, voire quand il fait carrément référence à l'œuvre dont il est issu. Par exemple, le film Deadpool, si vous l'avez vu, c'est un bulldozer de références méta. Et il y a aussi autre chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que le personnage d'Emma n'est pas autant creusé qu'il aurait pu l'être, en fait. Il évolue au fil de la série, mais voilà, il a plusieurs fonctions au fil du temps, mais je trouve que ça reste un peu trop un personnage fonction finalement, et c'est vraiment vraiment dommage parce que je pense que l'interprète Olivia Cooke avait carrément le potentiel pour en faire plus. Mais bon, bien, maintenant on va passer à la partie spoiler de la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu Bates Motel et que vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous donne rendez-vous à cet endroit dans la vidéo. Donc, je peux enfin parler de ce qui, selon moi, est le plus intéressant dans Bates Motel. C'est que finalement, ce n'est pas du tout une préquelle de Psychose, c'est bien un reboot. C'est-à-dire que c'est une réécriture, en fait, de Psychose, puisqu'au moment où les deux œuvres sont censées se rejoindre, eh bien, rien ne se passe comme prévu. Alors, qu'est-ce qui diffère entre Psychose et Bates Motel ? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, pour commencer, Norman aperçoit Marion Crane avant qu'elle arrive seule à l'hôtel pour prendre sa douche. Elle n'arrive pas pour prendre sa douche, mais vous voyez ce que je veux dire. Et au moment, à cette scène de la douche justement, on a exactement les mêmes plans que dans Psychose. On a ce plan de Marion qui se douche, qui tourne le dos à la salle de bain, et on a ce plan sur le rideau comme ça, et on attend de voir l'ombre de Norman qui vient pour la tuer, et rien ne se passe. Donc à ce moment-là, on fait Et finalement, ce n'est pas Marion Crane, mais c'est son mec qui va finir troué de toutes parts dans cette même douche, quelques heures plus tard, par Norman. C'est ça aussi qui est amusant, tout est relatif, et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est le premier meurtre qu'il perpétue en tant que Norman et pas en tant que sa mère. Alors le premier meurtre en tant que Norman, pareil, tout est relatif, puisqu'il a quand même aussi tué sa mère.
Et c'est aussi super intéressant parce que dans Psychose, on nous dit que Norman a tué sa mère et son compagnon, mais je crois pas qu'on nous dise comment. Norman tue sa mère et j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre par rapport au Norman Bates qu'on nous présentait. C'est quand même un gars qui était fou de sa mère, quoi. Et dans Bates Motel, je trouve ça beaucoup mieux fichu puisque après cette jolie conversation qu'ils ont tous les deux, Norman et Norma, Norma s'endort dans son lit et on a Norman en fait qui descend très calmement allumer cette chaudière défectueuse. Il essaie de se suicider avec sa mère à son insu. Mais effectivement, je vois pas comment dans Psychose, Norman Bates aurait pu tuer sa mère sans vouloir mourir avec elle en fait. Alors heureusement, on a donc le compagnon de Norma qui arrive dans la maison à temps pour sauver Norman. Enfin, il essaie de les sauver les deux, mais Norman est encore vivant. Malheureusement, Norma est déjà morte. C'est à partir de ce moment-là que Norman sombre vraiment dans sa folie. C'est-à-dire que à partir de ce moment et jusqu'aux dernières minutes du dernier épisode de la série, donc pendant une saison entière, il ne semble pas réaliser ce qu'il a fait en fait. Il n'a pas percuté qu'il a tué sa mère. Il y a une raison à ça. Après sa première soirée tout seul, Norman décide d'arrêter le traitement qui l'empêchait d'avoir des hallucinations pour faire revenir sa mère en fait, pour du moins faire revenir l'ersatz de sa mère qui s'était créé au fil des années. Et à partir de là, Norman croit sincèrement que sa mère fait semblant d'être morte aux yeux du monde pour ne plus qu'on la fasse souffrir. Et les hallucinations de Norman passent très vite à la vitesse supérieure. Par exemple, quand on voit le chien que Norman avait empaillé dans la saison 1, quand on voit ce chien descendre les escaliers bien vivant pour accueillir Norman. Donc là, on se dit que ça va vraiment pas bien du tout. Et après, voilà, on entre dans cette spirale. Donc Norman va déterrer le corps de sa mère, toujours en pensant qu'elle faisait semblant d'être morte. Et au moment où il réalise que sa mère est vraiment morte, dans un moment de lucidité, il va pour se tirer une balle. Et la maladie reprend définitivement le pouvoir à ce moment-là. Et c'est là que Norman commence à ne plus voir que ce qu'il veut voir. Au moment où il allait se tirer une balle dans la tête, là il entend le piano et il commence à halluciner une maison entièrement décorée pour Noël et sa mère qui l'attend en jouant du piano, juste à côté du canapé sur lequel repose le cadavre, mais Norman ne le voit plus. À partir de là, Norman vit dans son rêve, quoi. Et comme la maison, par exemple, la maison, Norman, dans toute la saison 5, la verra comme étant baignée de lumière et parfaitement entretenue par sa mère, alors qu'en réalité, elle est en bazar total et plongée dans l'obscurité. Ce n'est que dans le dernier épisode de la série que la maison reprendra un peu de son allure d'antan, quand Norman se préparera à recevoir son frère à dîner. Et donc ce dernier épisode de Bates Motel est intitulé The Cord, donc le cordon, et fait tout à fait référence à une conversation que Norman et Norma ont eue dans le premier épisode de la série, où Norman disait à sa mère qu'il y avait comme un cordon qui reliait leurs deux cœurs. Et quand on y pense, en fait, on se dit que si Norman s'est créé cette seconde personnalité sous les traits d'une mère meurtrière, eh bien c'est peut-être en partie à cause de ce qu'il a vu dans le premier épisode de la série, c'est-à-dire sa mère a tué quelqu'un, a poignardé à mort un gars qui venait de la violer, toujours bonne ambiance. Quand je parlais de référence méta tout à l'heure, vous aurez noté si vous avez vu la série que je parlais évidemment du personnage de Chick, qui est hyper fascinant dès le début de la série. En fait, au début on se dit mais c'est un gars de passage, c'est un petit élément perturbateur de la saison 1 ou 2, je sais plus. Et puis au fil de la série, il prend toute son importance jusqu'au milieu de la saison 5 où on a ce truc qui sort de nulle part, où on a Chick qui commence à prendre des notes, à s'enregistrer sur son dictaphone, à acheter une machine à écrire. Ouais, je commence à écrire un roman sur un fait divers, sur un garçon, machin. Et en fait, il écrit l'histoire de Norman. Alors là, si vous ne savez pas que Psychose est adapté d'un livre, qui lui-même est adapté d'un fait divers, on se dit ça peut passer. Mais comme Psychose est adapté d'un livre qui lui-même est adapté d'un fait divers, c'est un peu gros, surtout que je vois pas trop où ils veulent en venir avec ça, puisque finalement ça n'a aucune importance dans la série, puisque Chick finit par mourir.
Et enfin, la différence principale entre Psychose et Bates Motel, c'est bien évidemment ce qui fait qu'il n'y aura possiblement aucun lien entre Bates Motel et Psychose. C'est la mort de Norman à la fin de Bates Motel. Sa mort, ou plutôt son suicide, plus précisément, puisque quand on voit la scène, on se doute en fait qu'il fait exprès. On a donc le frère de Norman qui arrive armé parce qu'il sait que son frère va pas bien du tout. Et Norman l'attaque avec un couteau en sachant très bien que son frère va lui tirer dessus. Et c'est la fin du rêve de Norman qui est très bien retranscrite à l'écran par un détail, si vous n'avez pas remarqué, c'est le corps de Norma. Donc à la fin de la saison 4, elle meurt. Pendant toute une saison, à chaque fois qu'on voit le corps de Norma, elle est très droite, qu'elle soit couchée ou assise. Elle est toujours très droite, avec la tête très droite. Elle est complètement cadavérique, mais au-delà de ça, elle se tient comme une vivante. Et quand Norman meurt, on a ce plan en fait sur Norman et son frère. Il devient un plan large et on revoit le corps de Norma à table. Sa tête est penchée. Elle est redevenue désarticulée. Elle est redevenue ce qu'elle était, un cadavre, parce que le rêve de Norman s'est terminé. Voilà. En conclusion, de par son pitch de préquel à Psychose, Bates Motel ne pouvait décemment pas durer 1000 ans. Donc finalement, c'est une série qui se regarde assez rapidement. Donc on a 5 saisons de 10 épisodes de 42 minutes, donc ça fait 35 heures. Donc si votre travail, ça consiste à regarder des séries, en une semaine c'est plié, voilà. Non, plus sérieusement, moi j'ai regardé la série en 2 mois à peu près. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Bates Motel. Elle s'est classée, disons, dans le top 6 de mes séries préférées. J'espère que si vous ne l'avez pas vue, vous n'avez pas regardé la partie spoiler, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à vous abonner à la chaîne. Et écoutez, ma foi, bisous.